Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Dans l'actualité de ce vendredi 9 janvier, le thon rouge disparaît presque des étals et le prix du thon blanc double. Avec les fêtes de fin d'année, les pêcheurs ont eux aussi pris quelques congés. Il faudra donc attendre leur retour de campagne pour retrouver une offre habituelle. Lundi, c'est la reprise de l'école. Après un mois de vacances, élèves et enseignants vont retrouver leur salle de classe. Dans les établissements, les équipes pédagogiques œuvrent déjà depuis quelques jours pour accueillir au mieux tout le monde. Avec 2 hôtels partiellement fermés pour rénovation, Bora Bora, la perle du Pacifique, peut-elle souffrir d'une baisse de la fréquentation? Alors que l'économie de l'île vit principalement du tourisme, nous verrons les perspectives pour 2026 avec le président du comité du tourisme, Reinui Bezino, et l'invité de notre rubrique Tehono Ta'amotu. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec Ahia Ellis. À 13 ans, elle vient de remporter un concours de Holy Tahiti à Las Vegas. Une fierté pour cette jeune fille pour qui la danse et la musique sont avant tout une histoire de famille. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence donc avec le thon qui se fait rare sur les étals des marchés, dans la rue ou encore dans les grandes et moyennes surfaces. Son prix ne cesse de fluctuer et après la période des fêtes, les tarifs au kilo peuvent s'envoler. Patrick Régis, Marcel Bonneau. Il faut voir combien il est le kilo. 1500. Ah, ça a augmenté, on dirait. Il fait tellement partie des habitudes alimentaires du Fénois qu'on en oublie souvent de vérifier son prix. Depuis quelques jours, c'est la flambée du côté du thon. Et cela ne concerne pas que le rouge. Absent des étals du marché ce matin, impossible de mettre la main sur ce mets si convoité. Le seul thon présent est blanc, mais son prix pourrait bien faire passer votre compte dans le rouge. 1585 francs en moyenne le kilo, c'est quasiment 2 fois plus que d'habitude. Pour trouver du thon rouge aujourd'hui, direction les supérettes moyennes et grandes surfaces. Ici, peu de chances de rentrer bredouille, le thon est bien présent. Quand on en a besoin, on aime le poisson, donc il faut absolument avoir du poisson, quoi. C'est quand même élevé, voilà. Et pour nous, ceux qui peuvent se permettre, ça va, mais pour les autres, ceux qui n'ont pas de moyens, c'est ça. Ils peuvent pas prendre le poisson. Du côté des marins pêcheurs, rien d'anormal et aucune inquiétude à avoir. La ressource est bien présente et les prises en augmentation. À partir de juin, juillet, la pêche a été bonne jusqu'à au mois de décembre. Et même en janvier, il y a des bateaux qui viennent de revenir avec de la cargaison. Hors caméra, 2 hypothèses sont avancées pour expliquer la fluctuation du prix du poisson. La première serait due aux vacances scolaires. Certains professionnels auraient eux aussi profité pour faire une pause dans leur activité. La seconde hypothèse serait basée sur la loi de l'offre et de la demande. Si les bateaux sont tous en campagne de pêche, il faudrait attendre leur retour à quai pour voir le prix du thon repartir à la baisse. C'est le dernier week-end de vacances scolaires. Lundi, les élèves retrouveront le chemin de l'école. Une reprise qui se prépare déjà activement dans les établissements. Illustration dans un internat de Tahiti et une école primaire. Les équipes pédagogiques ont profité de ces longues vacances pour réaménager les espaces de travail avec toujours un objectif, stimuler la curiosité et l'envie d'apprendre. Mélissa Chong, Mirko Vanfo. Salades, persil et autres plantes aromatiques rejoignent les réfrigérateurs de l'école hôtelière de Tahiti. Ces denrées essentielles à l'apprentissage en cuisine seront utilisées par les élèves dès lundi. C'est une habitude, voilà. Donc nos personnels sont rodés maintenant pour organiser l'accueil de nos élèves internes en particulier. Donc ça se passe toujours bien. Donc le défi cette année, c'est continuer à mobiliser nos fournisseurs pour augmenter le taux de produits locaux dans l'assiette de nos élèves. Ça ne chôme pas non plus du côté de l'internat. Lits, chaises, tables, tout le mobilier est nettoyé et agencé pour le confort des 258 élèves internes provenant de tous les archipels. Nous remettons en place tout ce qui est literie, tout ce qui est ménage. Donc ça fait déjà 5 jours qu'on est au lycée hôtelier. Donc c'est un peu le rush, oui. Il faut que lundi ça soit prêt, que nos élèves travaillent dans de bonnes conditions et surtout vivent au lycée comme s'ils étaient chez eux. Pour cette enseignante de primaire, la rentrée marque l'arrivée de nouveaux apprentissages, autant d'éléments pour éveiller la curiosité et l'envie d'étudier.
J'ai fait des petits groupes de niveau, donc à la rentrée, ils seront dans de nouveaux groupes à besoins particuliers et puis en même temps des nouvelles affichages, notamment en tahitien et en anglais. Les vacances ont été mises à profit pour permettre à 4 classes d'emménager dans ces nouveaux locaux, plus lumineux et plus spacieux. Nous avons fait réfléchir les enseignants sur comment réaménager. Donc évidemment, on va entendre des thèmes comme le feu de camp, il y a l'espace feu de camp, il y a l'espace laboratoire, il y a l'espace grotte, où les enfants apprendront autrement. Au total, 435 élèves et 23 enseignants feront leur rentrée le 12 janvier dans cet établissement. Première visite officielle du haut-commissaire Alexandre Rochat sur la commune de Tevayuta et au siège de la communauté de communes de Tereheamanu aujourd'hui. Au programme, visite du tout nouveau centre d'incendie et de secours, d'ateliers d'agro-transformation et de la marina rénovée de Tehoro. La commune de Tevayuta conduit actuellement 12 opérations soutenues par l'État dans les domaines des constructions scolaires, des équipements sportifs, des services publics environnementaux et de la sécurité des habitants. Image signée Teiva Ribet. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé au ministère de l'Intérieur aujourd'hui de préparer d'éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les municipales, prévues les 15 et 22 mars prochains. Fin de ce suspense politique lors du vote des motions de censure débattues à l'Assemblée nationale les 13 et 14 janvier. Article à retrouver en intégralité sur notre site internet. En Polynésie, la députée Meriana Redarbelo a présenté une proposition de loi consacrée à l'indemnisation des personnes exposées aux essais nucléaires français ce matin au CESEC. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 19 janvier. Il prévoit plusieurs changements importants dans la loi, comme la suppression du seuil de contamination d'1 millisievert, l'élargissement des personnes indemnisables et un changement de logique basé sur le risque d'exposition plutôt que sur la preuve de causalité, comme l'explique la députée à Marcel Bono, Emiritou Matariri. Toujours optimiste, je suis toujours quelqu'un de nature optimiste et qui ne se décourage pas. Donc oui, très optimiste. Le travail a été intense depuis quelques mois, si ce n'est pas un peu plus d'1 an et demi. Donc voilà, on va pas se baisser les bras là maintenant. On arrive à la fin. Non, il y a beaucoup de travail, mais en tout cas pour ce texte, on continue de travailler. L'étude en commission, c'est le 21 et en séance, c'est le 27, 28 ou 29. Voilà. Place maintenant à l'interview consacrée aux archipels Tehono Ta'amutu. Ce soir, nous sommes en ligne avec Reinui Bézino, président du comité du tourisme de Bora Bora. Bonsoir. Yorana. Alors l'île vit principalement du tourisme avec 2 hôtels partiellement fermés pour travaux actuellement. Ça a entraîné 3% de baisse de fréquentation. Y a-t-il un réel impact pour les prestataires ? Alors il y a eu effectivement un ressenti de basse saison marqué pendant le mois de novembre. Ainsi qu'une fin de pic d'activité en fin d'année, notamment dans les fêtes de décembre et de fin d'année, où on a eu une activité un peu timide. Donc c'est vrai que depuis 5 ans, nous sommes sur une activité en croissance positive. Et donc je pense qu'on a certainement atteint le plafond de cette croissance. Et qu'aujourd'hui, voilà, on sent la différence qui est marquée pendant la basse saison. Malgré tout, d'autres projets hôteliers sont en cours. Vous les attendez avec impatience ? Bien sûr, les projets sont intéressants. Nous avons par exemple l'hôtel Bloody Mary qui va ouvrir dans le courant 2026. Sur l'île principale ? C'est un hôtel... Pardon ? Sur l'île principale ? Tout à fait, c'est un hôtel qui est basé sur l'île principale, donc c'est un hôtel qui va forcément toucher rapidement les prestataires. Les touristes sont sur l'île, donc ils consomment plus facilement et donc on travaille assez bien avec les hôtels qui sont déjà sur l'île. Il y a aussi les débuts des travaux de l'hôtel Le Bora Bora, donc actuellement ils font du nettoyage.
D'ici peu, je pense qu'ils déplaceront la voie de la route principale, la route de ceinture, qui sera déviée. Et après ça, ils attaqueront les travaux pour installer tous les bungalows de l'hôtel. Donc il y a aussi, je voulais rebondir sur la période de la croisière 2026 qui se présente assez bien. Donc même si on aura une perte d'activité dans certains hôtels, il y a l'ouverture des nouveaux hôtels plus l'activité de la croisière qui se présente bien en 26. Ça suffira à équilibrer la fréquentation pour vous ? Je ne sais pas si ça suffira, mais c'est quand même un apport supplémentaire qui ne sera pas négligeable dans les jours qui arrivent. Les hôtels vont entamer pas mal de travaux, donc la capacité elle sera un peu réduite. On comprend qu'ils fassent des travaux, ça fait 5 ans que les hôtels sont mis à l'épreuve et qu'ils étaient quand même à un taux de remplissage élevé, ça les empêchait de faire les travaux qu'il fallait. Maintenant, il faut faire ces travaux et on fera avec. Alors, un rahoui unique a été mis en place à Bora Bora en face de la mythique plage de Matira. Pas de pêche, mais aucune activité nautique non plus. Comment les professionnels du tourisme accueillent-ils cette nouvelle mesure et comment est-ce qu'ils organisent leur tour ? Est-ce que ça change quelque chose ? Alors, pas du tout. On a été conviés aux différentes réunions du rahoui. Et dès le départ, on ne s'est pas senti menacé par le projet parce que en fait, le rahoui est entre 2 zones écotouristiques sur l'île. Donc, à Bora Bora, on a à peu près entre 15 et 20 zones écotouristiques. Et aucune de nos zones écotouristiques sont impactées par l'implantation du rahoui qui démarre du phare de Touriroa et qui va pratiquement au sud de l'île en face du Moturoa. Aucune zone écotouristique est dans ce secteur, donc ça ne gêne pas du tout nos activités. Merci Rémi Bézineau d'avoir été en ligne avec nous ce soir depuis Bora Bora. Je rappelle que vous présidez le comité du tourisme de l'île et vous espérez que les fermetures partielles des hôtels en travaux soient compensées par les nouveaux projets. Merci. Merci. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique du vendredi consacrée aux archipels Tehono Ta'amutu. La toute première école de jiu-jitsu brésilien en Polynésie, fondée en 2005, prépare la relève. Elle a organisé un stage destiné aux 5-14 ans cette semaine. 17 enfants y ont participé, encadrés par 2 ceintures noires, Anapa Pérez et Maui Lacaz. Un stage pensé avant tout comme une découverte et un moment de partage, loin de la recherche de performance. On écoute la jeune Kaelana et Anapa Pérez, entraîneurs du club. Ils répondent à Alihoete Fafana. J'ai préféré le jiu-jitsu. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire à la fin des jeux. Pour les plus petits, on se concentre principalement sur de la motricité et de comprendre un peu comment son corps fonctionne. On voit quand même un peu de projection, un petit peu de technique, pas de clé encore, ils sont encore un peu petits. Les voir s'évoluer dans le cadre des arts martiaux, leur apprendre les valeurs, leur apprendre ce que nous on a appris, la façon dont on aurait aimé l'apprendre. Donc nous déjà la transmission, c'est avec Maui et moi, il n'y a rien de plus important. Et puis préparer au final et former les gens les jeunes de demain. Avec les valeurs qui vont bien et en faire les meilleures personnes possibles. Et du sport, toujours dans le Grand Pacifique, le Wallisien Felice Vahai Sosaya évolue sur la scène internationale du lancer de javelot. Le 15 janvier prochain, il s'envolera de Nouvelle-Calédonie vers l'Afrique du Sud pour un stage aux côtés des meilleurs lanceurs. Reportage de nos confrères de NC La Première, Martin Charmasson et David Sigal. Le champion de France du javelot, c'est lui, Felice Vahai Sosaya. À 26 ans, il sort d'une saison 2025 en mode reconquête. Le protégé d'Éric Reuillard est revenu à 2 mètres de son record personnel. Un nouvel exercice commence, sans son entraîneur qui profite d'un peu de repos après une dernière année chargée. Mais les 2 hommes ne sont jamais très éloignés. Là, je vais m'entraîner et en même temps, je vais filmer avec mon téléphone pour envoyer les vidéos à mon coach pour qu'il fasse une analyse et qu'il me fasse un retour aussi si je fais une bonne technique et que je lance bien. Pour Felice, en ce début d'année, ce sont entre 5 et 7 séances d'entraînement par semaine. Il commence par renforcer son épaule pour se sentir plus fort au lancer avec des balles lourdes de 2 à 4 kilos.
Place ensuite au javelot. J'essaie vraiment de me concentrer sur la technique, sur les intentions qu'on s'est dit avec le coach. J'essaie de rester bien fermé, fixé et vraiment transmettre l'énergie en partant vraiment de la pointe de pied et puis avoir une bonne trajectoire à la fin. Des lancers surveillés par Vitolio Cavacava qui s'entraîne lui aussi pour sa saison 2026 en javelot fauteuil. Chaque détail compte, d'autant que Félicé participera dès le 16 janvier à un stage réservé à certains des meilleurs mondiaux en Afrique du Sud. C'est la première fois que je vais participer à ce genre de stage d'entraînement. Et ouais, c'est exceptionnel parce que c'est uniquement les très bons athlètes de haut niveau qui ont la possibilité d'y participer. Aux côtés du numéro 1 français, on trouvera le recordman de France, Toupaya, et d'autres lanceurs ayant tous franchi la barre des 80 mètres. Rencontre à présent avec une prodige du Ori-Tahiti. À 13 ans, Ahia Ellis a remporté le concours américain Ori-Tahiti Las Vegas en solo dans 2 catégories. Une fierté pour toute sa famille, imprégnée de danse et de musique, mais surtout une grande satisfaction pour cette jeune danseuse très prometteuse. Portrait signé Ismaël Tayata et Teiva Ribet. Ça fait plus mal? C'est son havre de paix. Ici, Ahia a tout pour faire le plein d'énergie. Des fruits, de la papaye, quelques morceaux de pitaya, mais mieux encore, sa famille. Ses petits frères surtout, fans inconditionnels. Sa bouche sont jolies et ses costumes. C'est un monde de partage, on partage beaucoup de choses, beaucoup d'amour et c'est incroyable d'être dans une famille de danseurs et chanteurs aussi. Petit moment d'intimité entre Ahia et son grand-père. Cette complicité ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont notamment partagé la scène ensemble. C'était à l'Olympia en 2017. Ahia n'avait alors que 5 ans à cette époque. C'est un sacré souvenir parce que son évolution jusqu'à aujourd'hui est en train de prouver le même charisme que la grand-mère, que la maman. C'est dans le sang, quoi. Ces gestes, elle les répète depuis l'âge de 4 ans et demi, sous la houlette de Moyata. Sa grand-mère est sa première professeure de danse. Toutes les compétitions qu'elle fait, je lui demande toujours, mais pourquoi tu vas, pourquoi tu veux? Tu es forcée par maman? Elle a dit non, mamie. Au contraire, c'est moi qui aimerais, je veux participer. Du coup, à chaque fois qu'elle participe, on est tout le monde est derrière parce que c'est elle qui demande. Après une pause, Ahia reprend les compétitions en 2023. Elle vise l'international. En 2024, direction la compétition Orihiri aux États-Unis. Pas de podium, mais de l'assurance et de la discipline en échange. Puis en 2025, elle remporte la catégorie 12-14 ans, puis la catégorie Overall Junior. Bien le moment un peu esprit compétition parce que tu es là aussi pour essayer d'arriver au podium. Donc, mais la première chose qu'on me dit tout le temps, c'est amuse-toi parce que tu es là pour ça et tu es là aussi pour apprendre plein de choses. Le plus difficile, c'était qu'elle sorte de sa zone de confort. C'est-à-dire que c'est une enfant qui est très sensible, très dans son cadre, maman, papa, etc., mamie, papi. Elle avait besoin de quelqu'un qui la bouscule un petit peu dans ses repères. Qui lui montre que pour avoir ce qu'elle veut, il faut qu'elle donne autant. Chez les Loglin, la danse est un art de vivre transmis de génération en génération. Élue meilleure danseuse l'an passé au Heiwa Taurea, Ahia marche aujourd'hui dans les pas de sa grand-mère, sacrée meilleure danseuse du Heiwa en 1984. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'une des informations principales, c'est la flambée du prix du thon. Comme chaque année après les fêtes, les étals sont quasiment vides. Les tarifs du thon blanc ont doublé et le thon rouge a presque disparu. Encore un peu de patience donc pour les amoureux de poissons crus. Les thonidés reviendront dans les commerces avec les premiers bateaux de retour de campagne. À suivre, la série documentaire Les aventures de l'Égypte antique, puis l'émission spectacle prodige, la grande finale. L'actualité locale continue dès demain matin, 6h en radio avec Tita Wadoum et Mélissa Chong. On se quitte avec un extrait du concours Ori-Tahiti Nui Compétition à retrouver en intégralité demain soir sur notre antenne. Très belle soirée sur la première, à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.